Alors, est-ce que tout le monde m'entend à distance? Et est-ce que tout le monde voit la presse avant de commencer? On voit l'après, on t'entend bien, mais faut que tu restes devant l'ordi. Parce que les gars derrière qui parlent, ça fait un brouhaha pas possible et on les comprend pas du Ouais, tout. mais ils vont se taire, t'inquiète pas. Yes. Donc s'ils posent des questions, n'hésite pas à les répéter, s'il te plaît. Ça marche, pas de souci. Merci, Ok. Paco. Ok, alors, tac, on va commencer du coup. Donc, bonjour à tous. Pour le coup, on va parler un petit peu d'un sujet lead dev, tech, tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Alexandre Paco, je suis développeur au sein de l'équipe Massif FR sur CD Soltech. Ça fait un moment que je travaille à la Massif, ça fait quasiment 8 ans maintenant. Et là, ça va faire 2 ans à peu près que j'ai le rôle de lead dev au sein de l'équipe. Là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de partager un petit peu ma vision de ce que c'est un lead dev et comment, ce que j'ai pu faire au sein de Massif FR pour mettre ça en place. Déjà, sur la partie lead dev, on entend souvent lead dev, lead tech, lead tech lead. Pour moi, il y a quand même des différences un petit peu dans ces mots-là, souvent ils font un peu le mélange. Moi, en fait, je vais surtout le séparer en deux parties. Pour moi, il y a une partie où on va dire qu'il y a un responsable d'équipe, et l'autre, ça va plus être un responsable technique, nouveau projet, ou des choses comme ça. En fait. C'est vraiment deux choses différentes pour moi. Et là, on va surtout parler de la partie responsable d'équipe, dans une équipe de dev, comment ça fonctionne, et tout ça. Alors, du coup, je vais vous présenter déjà dans un premier temps le rôle. Alors, je crois que j'en ai zappé une, enfin les objectifs déjà de ce pitch. Donc là, je vais surtout vous présenter le rôle du lead dev, que moi j'ai appris, etc. Et quel rituel on peut mettre en place, ou comment des petits tips en fait, que j'ai pu expérimenter au sein de l'équipe, qui m'a permis d'aider un petit peu l'équipe à monter en compétences au sein du centre de service. Donc, dans un premier temps, en gros, ce qu'il faut voir, c'est que le lead développeur, c'est un leader qui est avant tout en fait, au service de l'équipe. Donc, il est surtout là pour accompagner l'équipe, il est là pour travailler avec l'équipe. Ce n'est pas un chef, il n'est pas là pour imposer des choix ou autre, il est vraiment là pour essayer de créer une cohésion d'équipe avec tous les leads pour justement que tout le monde s'approprie plusieurs choses au niveau de l'équipe. Pour moi, il y a 4 grands thèmes là-dessus. Dans un premier temps, ça va être le rôle, ça va être de partager la vision technique en fait, du projet, d'essayer d'accompagner l'équipe à s'inscrire justement dans le produit question sur lequel on est. Donc, ça va être de porter la vision du code, la vision technique du produit, de continuer à garder une partie de son temps pour continuer les développements, mais surtout coder avec l'équipe. En fait. On n'est pas là pour coder des socles à côté et ensuite leur dire bon, bah, tu utilises ce que j'ai fait, tu fais comme ça. Et voilà. Voilà, l'idée, c'est vraiment, faut le voir un peu. Moi, j'aime bien comparer un capitaine d'une équipe de foot. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer de donner des stratégies techniques, etc. Mais on est avec eux sur le terrain. On est là aussi pour développer. Et un développeur, pour moi, c'est important qu'il soit dans l'équipe. Il y a aussi une partie au niveau de la formation. Le rôle du lead, ça va être surtout d'accompagner les autres développeurs de l'équipe pour les monter en compétences, que ce soit techniquement ou humainement aussi. C'est souvent des petites choses qu'il faut travailler côté humain pour pouvoir justement essayer d'améliorer l'équipe. Ça va être là aussi pour essayer de fluidifier les communications donc, au sein de l'équipe, entre devs, mais aussi sur les acteurs qui sont transverses aux équipes ou avec les autres équipes. Donc, ça peut être justement, s'il y a plusieurs équipes de build qui sont côte à côte, l'idée c'est de créer des relations avec ces équipes-là, de fluidifier les communications, il faut essayer d'avoir qu'un seul point d'entrée plutôt que d'avoir toute une équipe qui communique entre eux, parce que plus on a de points d'entrée de communication différents, plus ça devient compliqué. Au niveau d'être sûr de la stabilité des informations du transit. Et puis surtout, essayer de redescendre aussi d'informations qui peuvent venir des architectes ou des product managers ou des choses comme ça, Et puis aussi, en dernier, ça va être l'amélioration de l'équipe globale pour les accompagner au quotidien au niveau des différentes pratiques qui peuvent exister dans le code, etc. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc sur la partie vision technique, comme je vous le disais, en gros, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut déjà faut garder à l'esprit, il faut continuer à développer. En fait. Un développeur, c'est pas quelqu'un qui passe son temps en réunion, qui va créer des softs à côté, vous donner des produits, vous dire allez-y, c'est comme ça que ça marche. Non, l'idée, c'est vraiment d'être là, à côté, et surtout avec l'équipe pour les aider à progresser par rapport à tout ça. Donc j'ai mis au moins 30% suivant les contextes, c'est toujours un petit peu délicat. Le mieux, ce serait
50 voire 80%, mais déjà 30% c'est un bon minimum. Et ce qui est important, c'est vraiment de créer des features avec l'équipe. Parce qu'au final, du coup, si vous passez trop de temps à sortir du code dans les projets, en fait, vous allez avoir trop de recul. Vous n'allez pas forcément sentir le projet, comment il fonctionne réellement, et puis vous allez être un petit peu trop loin sur justement ce qui se passe concrètement, parce que vous n'êtes pas sur le terrain, donc des fois, vous pouvez avoir une impertinence, on va dire, sur des choses que vous voulez mettre en place, ou des trucs que vous voulez faire. Et c'est surtout aussi pour essayer de gagner en légitimité auprès des devs à côté. L'idée, c'est ça, c'est de les accompagner et de leur montrer que vous comprenez réellement ce qui se passe au quotidien avec eux. Et comme je le disais, l'idée derrière, c'est de porter la vision technique, mais d'aider l'équipe à avoir la vision complète, en fait, pas uniquement du scope, de la feature, etc. C'est vraiment toujours une question d'accompagnement. Donc ensuite, la capacité à former. Donc, comme je vous disais, l'objectif, c'est vraiment de faire progresser chacun de l'équipe, que ce soit techniquement ou humainement. Ça peut être par plein de petites choses, hein. Ça peut être juste au moins créer des échanges, être à l'écoute des personnes, répondre aux questions, faire des petits points de support avec eux quand ils ont des petits bugs ou autres, les accompagner justement à résoudre. Essayer de faire beaucoup de programming, des choses comme ça, ou du mode programming, pardon, je reviendrai un peu plus tard, et puis surtout essayer de détecter quand c'est nécessaire des formations pour le coup, pour essayer de rassurer les personnes quand elles sont encore en difficulté sur des nouveaux concepts. Nous, par exemple, en fait, au sein de l'équipe qui s'appelle les Washington, au sein de Massive Software, et ce que j'ai mis en place, en gros, c'est 1 heure de rétro-tech hebdomadaire, donc chaque semaine, le vendredi, juste avant de partir manger, on a un point où on se concerte ensemble, et puis on va discuter de toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer au sein pendant le sprint ou pendant la semaine, plutôt. Et on va essayer de débattre sur ces problèmes-là, mais ça peut aussi être des sujets de veille. On a vu un truc, une nouvelle librairie, donc on a envie de regarder si ça pourrait correspondre à notre besoin, etc. Et en fait, c'est vraiment 1 heure qui est dédiée au tech, qui est pour le tech, et on parle ensemble de tout ça. Et on va tester des choses. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous disais aussi, ça va être fluidifier la communication des équipes. Moi, je le vois un peu comme un Scrum Master, mais vraiment plus sur la partie technique, parce que les Scrum, il va être là pour les process, pour l'organisation, ou vraiment pour remonter les chiffrages, etc. Là, c'est vraiment sur la communication technique qui peut se passer pour essayer d'éviter l'application de code avec des autres équipes, pour essayer de savoir à quel moment ça sera intéressant de se rapprocher ensemble pour essayer de mettre des patterns communs entre les différents acteurs qui encore une fois, essayer d'être le routeur, en gros, vers les archives. Parce que quand je dis que c'est redescendre l'information des architectes, des PM ou autres, c'est pas à vous de participer à ces réunions-là et ensuite de redescendre les informations. C'est surtout que, pardon, quand il y a un besoin, quand vous détectez un besoin, vous pouvez se rapprocher auprès de telle ou telle personne. L'idée, ça va être d'aller communiquer auprès de vos devs pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir telle personne, quel est responsable de ce cabinet-là. Et puis voilà, comme ça, vous créez des relations en fait avec des acteurs transverses. Et ça vous permet aussi en fait de faire comprendre l'importance de se poser ce genre de questions à chaque dev. En fait. Parce que l'idée en fait à terme, c'est que plus vous allez passer de temps dans l'équipe, moins vous allez servir en tant que l'équipe. En fait. C'est un peu comme un Scrum Master. Plus vous travaillez avec l'équipe, plus vous avez des process en place, moins ils ont besoin de vous et au final, plus vous allez être un dev classique. Et la dernière chose, pour le coup, c'est accompagner à l'amélioration. Donc, comme je disais, c'est accompagner l'équipe au quotidien, soulever les points justement qui permettent de se poser les bonnes questions. En fait, toujours essayer de faire comprendre aux développeurs les questions qu'il faut se poser, à quel moment, comment se remettre en question aussi, que ce soit au niveau de la maturation, que ce soit au niveau du développement, des patterns, etc., etc. Pour moi, c'est important aussi d'être référent sur les pratiques du craftsmanship, puisque ça référence bien en fait toutes les bonnes pratiques qu'il faudrait essayer de mettre en place. Savoir être bienveillant, c'est hyper important. Il ne faut pas être condescendant ou autre, c'est toujours essayer d'accompagner la personne au mieux sans la baisser, et puis en essayant de lui faire comprendre que c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, c'est pas de souci. L'important, c'est justement d'essayer de s'améliorer pour éviter que ça se passe. Et puis, encore une fois, le lead dev, c'est pas un super-héros, donc c'est pas lui qui est là pour résoudre tous les problèmes qu'il faut rencontrer dans l'équipe, personne n'arrive à les résoudre, et c'est pas un dictateur non plus, en mode vous faites ça comme ça, etc. etc.
C'est vraiment l'idée, c'est d'être là avec l'équipe, et quand il y a des problématiques, c'est de le résoudre en équipe. Et ce n'est pas forcément au lead dev de prendre ce genre de décision. Mais en même temps, il faut savoir trancher quand il y a besoin. Donc voilà pour cette partie-là. Donc un petit bonus, pour moi, c'est quoi les compétences clés au niveau d'un lead développeur? Pour le coup, le plus important, c'est d'avoir aussi bien des soft skills que des hard skills, en gros, sur les compétences nécessaires pour être lead dev. En gros, donc ça, c'est un pattern qui a été mis en place, côté Craftmagic, etc. C'est le moi, en fait, pour le coup. Donc c'est motivation, organisation, innovation, et sachant que le X, c'est innovation ou idée. En gros, c'est surtout faire comprendre au niveau de la motivation, c'est toujours soutenir l'équipe, la motivation de l'équipe. Quand vous voyez qu'elles sont un peu en baisse, en mode moi j'ai l'impression en ce moment de stagner techniquement ou de régresser un petit peu, essayer de les remotiver pour leur dire il y a peut-être d'autres manières de faire pour essayer d'en profiter sur ton projet, pour monter en compétences, pour tester des nouvelles choses, etc. Au niveau de l'organisation, ça va être surtout, voilà, encore une fois, favoriser la collaboration et puis essayer de faire comprendre ce que c'est que la propriété collective du code, en gros que le code qui est produit par l'équipe, il appartient à l'équipe et pas uniquement à un tel ou un tel. C'est vraiment que tout le monde travaille sur les mêmes problématiques ensemble, essaye de résoudre les problématiques ensemble. Donc la posture aussi d'expertise va être importante pour essayer d'accompagner les équipes au mieux pour mettre en place des nouveaux patterns. Les compétences aussi qui va être importante, ça va être de pouvoir prendre la parole en public, parce que tout le monde n'est pas forcément capable de prendre la parole en public, essayer de faire des feedbacks aussi à des personnes, et que ce soit positif ou négatif, pour justement, encore une fois, aider les personnes à savoir si ce qu'elles font c'est bien ou c'est pas bien, et comment s'améliorer par rapport à ça. Et du côté technique, forcément, il faut quand même avoir une petite partie d'expertise pour assurer sa légitimité auprès des développeurs. Voilà. Donc le lead dev doit être capable d'élever le niveau de toute l'équipe en donnant l'exemple, donc en travaillant au quotidien avec l'équipe, et en cherchant à rendre l'équipe autonome. L'objectif principal, pour le coup, c'est vraiment d'essayer de rendre l'équipe complètement autonome pour que derrière, en fait, n'importe qui puisse prendre des vacances sans que ce soit grave, le lead dev compris. Et du coup, on va passer à la suite, c'est comment faire. Donc là, c'est surtout qu'est-ce que j'ai pu mettre en place au sein de l'équipe au niveau des rituels, des pratiques, pour justement essayer d'accompagner tout ça. Il y a une petite citation que j'aime bien de Boris Gervais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros lead tech côté Orange. Il a 10 ans d'expérience. Et en gros, ce qu'il explique, c'est un lead dev qui se veut excellent doit être un moteur pour améliorer le produit et la productivité des équipes. Encore une fois, il y a toujours aussi la phase produit. On n'est pas là forcément pour faire que des trucs cool, etc. Derrière, il y a une réalité qui fait qu'on est aussi là pour rapporter du business à l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans un premier temps, on a défini des bonnes pratiques de dev avec l'équipe. En gros, on a profité par exemple des sessions de rétrotech pour mettre une table de loi où en gros on a fait un petit board avec des post-it et puis on s'est mis des petites conventions de code qu'on voulait respecter, par exemple sur le nommage français-anglais qui pose souvent débat. Ça peut être sur des process aussi au niveau des revues de code. On a mis des petits workflows en place au sein de l'équipe. Puis après, comment est-ce qu'on utilise des promises, des async await, etc. Enfin, voilà, des petites conventions techniques histoire d'avoir un code qui soit à peu près homogène pour l'ensemble de l'équipe et que comme ça, on ne se pose pas tout le temps la question de pourquoi toi tu as fait ça alors que tu aurais pu le faire comme ça, etc. On en discute ensemble et puis chacun vote pour le coup et il faut que tout le monde accepte le fait qu'on mette cette règle en place. Parce que l'avantage derrière, c'est qu'au moins, il n'y a plus de débat. On est tous d'accord là-dessus et puis au moins, on essaie tous de respecter tout ça. On a beaucoup essayé de travailler aussi sur les temps de mise en production. Du coup, on essaie d'améliorer les process, que ce soit par exemple par les revues de code, mais que ce soit aussi côté CI/CD, où on essaie d'implémenter des choses pour automatiser certaines tâches qui étaient assez récurrentes et compliquées. J'ai fait beaucoup d'accompagnement aussi sur les pratiques avec l'équipe, pour le coup, pour des validations de bugs, des demandes d'évolution. En gros, surtout, travailler sur la partie test unitaire. On a mis en place de la TDD au sein de nos process maintenant. Et
Et puis voilà, pas mal de petites choses comme ça. On essaie de revoir aussi nos maturations pour essayer d'affiner le plus possible la fonctionnalité qui est attendue par les PO pour que justement en fait, les développements soient plus simples. Parce que derrière, en gros, on essaie de travailler en baby step, ce qui est expliqué dans le Graph par exemple. Et puis après, au niveau de ce qui peut se passer, des fois, c'est nécessaire d'alerter les équipes fonctionnelles, que ce soit les PO ou autres, ou d'autres équipes, pour le coup, sur des parties, notamment genre la tête technique ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'accompagner l'équipe à essayer de remonter ce genre d'alerte, mais en vulgarisant pour que n'importe qui puisse comprendre les réels enjeux qu'il peut y avoir derrière. Donc, dans un premier temps, il y a eu une phase d'observation sur l'équipe, où en gros, j'ai travaillé en binôme avec chacun des développeurs, où pour le coup, je les regardais réellement travailler au quotidien sur comment ils bossaient, pour essayer de détecter justement les forces, les faiblesses de chacun et qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Mais c'était vraiment de l'observation, donc l'idée pendant cette phase-là, c'est de ne pas répondre, enfin, de ne pas essayer de combattre ces réflexes dans le sens où on ne va pas faire de réflexion sur la manière dont ils codent ou sur le moment. L'idée, c'est vraiment juste d'observer et ensuite d'en discuter. Toujours un travail qui est assez délicat parce que tout le monde a un ego des fois ou a des petits réflexes en mode ça c'est de la merde, moi je le ferai pas comme ça ou autre. Il faut essayer de. Voilà. Pas forcément un exercice facile, mais voilà. Donc, suite à cette phase d'observation, il y avait plusieurs problématiques. Donc la propriété de code n'était pas collective, chacun avait son propre code et disait ça c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui le corrige et je dois assumer jusqu'à la fin. Il y avait des pratiques aussi de dev qui étaient complètement, qui n'étaient pas du tout hétérogènes. Pour le coup, en gros, chacun s'était dit, par exemple, il y avait des personnes qui bossaient avec des observables, d'autres qui travaillaient avec des promesses, d'autres qui travaillaient avec des async await, etc. Ce qui fait que c'est compliqué. Enfin, ce qui est compliqué derrière, c'est que des fois, juste pour dire un appel d'API différent, pour un même appel d'API, on ne va pas le faire de la même manière, donc tout le monde n'a pas forcément le même niveau pour travailler avec les promesses ou autres, donc du coup, c'est un peu compliqué après des fois de s'y retrouver. Donc l'idée après derrière, c'était d'en débattre avec l'équipe et puis de voir ce qu'on pouvait faire. Et puis la qualité du produit, donc la qualité de ce qu'on produisait, elle n'était pas mesurée et pas suivie. Donc, il y avait zéro TU, il n'y avait pas de coverage, il n'y avait pas de quality gate, il n'y avait rien du tout. Donc c'était un peu compliqué. Donc sur la propriété collective du code, comme je vous le disais, ce qu'on a mis en place, c'est une rétrothèque où tous les vendredis, on partage au maximum de connaissances. Tout ça, c'est un exemple de board où, en fait, à chaque fois, tout au long de la semaine, les devs vont poser des tickets et puis on arrive, chacun vote sur quel sujet on veut aborder, puis ensuite on passe toute l'heure à travailler sur ces sujets-là, etc. etc. Par rapport à ça aussi, donc il y a la fameuse table de loi où là, pour le coup, on a défini plusieurs règles donc globales qui va être du coup par exemple sur les patterns solides, sur du MVC, sur des choses comme ça, sur des process aussi au niveau des merge requests et tout. Et puis un petit peu sur du code pur, que ce soit front ou back, sur des petites règles comme ça. Il y a un autre outil qu'on utilise aussi pour ça, depuis pas longtemps, c'est Promise, pour le coup, qui a été présenté par Arthur, il n'y a pas longtemps, je crois. Et du coup, ça fait maintenant 2 mois qu'on utilise ça au quotidien. Et c'est vraiment top. L'outil, en gros, ça nous permet, en fait, à chaque fois qu'on code ou qu'on fait des revues de code, on peut déclarer des practices. Et ensuite, au bout de 3 semaines, on fait un point, un atelier craft avec l'équipe, et puis on va essayer d'identifier toutes les pratiques qui ont été proposées, et puis on va dire si c'est une bonne pratique ou si c'est une mauvaise pratique, etc., etc. Ce qui fait qu'on commence à alimenter, en gros, un catalogue de pratiques, et puis ça nous aide beaucoup, en fait, au quotidien, parce que surtout pour les reviews, on a souvent les petits rappels qui viennent directement dans l'IDE. Donc c'est un bon complément, en fait, avec les post-it. Parce que le problème de la table de loi, c'est que en fait, il faut toujours qu'on l'ait à côté, quoi. Sauf qu'il faut souvent, quand on code, on est dans l'IDE et puis on ne passe pas forcément notre temps à regarder ce qui se passe. Donc, du coup, ce qui est bien avec Promise, c'est que lui, il vient nous dire directement les pratiques dans le code, comme un limiter ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est assez cool. Et ça, à terme, on va essayer de travailler au niveau de la massif pour que ça marche au global. Il y a quelques internes qui travaillent avec nous sur ces sujets pour essayer de voir comment fonctionne l'outil et ils sont assez réceptifs à ça. Parce que l'avantage après derrière, c'est qu'on peut partager les pratiques entre équipes, etc. etc. Mais, bon, après ça, je vous inviterai à regarder la presse d'Arthur qui a été faite. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu aussi pour essayer de s'approprier la propriété collective du code, des revues de code
qu'on a mis en obligatoire et en bloquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un pattern qui fait que un dev va forcément envoyer sa MR à un autre dev, et ensuite ça va repasser à un lead dev. Mais même si c'est moi, par exemple, qui vais développer du code, on va faire le même process. Donc, pour le coup, pour être sûr que derrière, plusieurs personnes aient vu le code qui soit produit. Et s'il y a des retours, on ne merge pas parce qu'on a besoin de livrer en recette rapidement, etc. On corrige les bugs ou les retours qu'on a détectés. Ou alors, on crée un ticket à part parce que ça prend trop de temps à corriger pour identifier la dette à traiter. Mais voilà. Et souvent, sur chaque revue de code, à la fin, on fait des présentations directes en point, pas juste des commentaires, parce que ça peut être mal interprété. Donc, souvent, on va organiser des points et puis on va expliquer, ça faut se faire comme ça, etc. Et du coup, aussi, la partie pair programming et mob programming. Alors, pair programming, ça, je pense que vous connaissez tous, c'est du développement à deux. On l'a rendu obligatoire quand on code sur du legacy. Mais aussi le mob programming. Le mob programming, en gros, c'est il y a toute l'équipe. C'est comme du pire, il y a un PC, mais c'est toute l'équipe. Voilà. Ça, on l'a expérimenté du coup sur un sujet où, en gros, pendant 2-3 semaines, il y a eu un dev qui a été fait sur une feature. Sauf que la merge request, elle a grossi. Et puis, elle est arrivée à la fin, c'était urgent, il fallait qu'on livre. Sauf que la revue de code a été faite et il y avait à peu près 40 retours dessus. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une task force. En gros, on s'est bloqué une après-midi avec toute l'équipe, on s'est mis dans la salle. Il y avait un PC et toutes les 10-15 minutes, on changeait. En fait, on discutait de comment on peut refactor au mieux pour corriger chacun des bugs ensemble. Et tout ce qui était développé, ça devait passer au minimum, enfin, il fallait que 2 personnes soient d'accord avant qu'il y ait la personne qui l'implémente. Donc, il y avait en gros le script qui, lui, il ne réfléchit pas, il code juste ce que les autres disent, et les autres réfléchissent, pour le coup, à la solution à implémenter. Et du coup, on tourne comme ça. Et ce qui est intéressant avec le mob programming, c'est que ça réunit toutes les différentes stacks techniques, que ce soit back, front, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire un gros partage de connaissances. Et souvent, on a qui se rendent compte que c'est les mêmes règles côté back, c'est les mêmes règles côté front. C'est pas mal en fait de faire ça comme ça. Hop, voilà pour ça. J'en ai loupé une. Voilà. Et du coup, la question, c'est pourquoi avoir une propriété collective du code et comment savoir si c'est le cas. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que n'importe qui peut partir en congé n'importe quand, même les lead. C'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir cette propriété ensemble pour pas de dire non, mais en fait, c'est lui qui est responsable de ce bout de code. Ben non, en fait, ça marche pas. Il faut vraiment que c'est l'équipe qui a produit ça. Donc tout le monde doit savoir ce qui a été réalisé, comment ça a été réalisé, comment on peut le maintenir et le corriger ou le faire évoluer, quoi. Et puis la dernière petite chose, c'est que un lead dev, il faut le voir vraiment comme un mentor. Donc l'idée, c'est d'accompagner les devs, encore une fois. Et une des choses pour ça que j'ai mis en place, c'est que une fois par sprint, j'ai un point avec chaque dev en one-one, ou d'une demi-heure généralement. Et puis c'est un moment d'échange où en fait, c'est là où je vais en profiter pour faire des feedbacks auprès de lui, et que lui me fasse des feedbacks aussi. C'est de récupérer de l'information, essayer de rechercher les axes de progression, etc. Et puis déléguer aussi des responsabilités, parce qu'il y en a qui sont demandeurs des fois d'avoir des responsabilités sur tel ou tel périmètre. Et du coup, voilà. C'est un moment d'échange privilégié avec chacun des devs au fur et à mesure pour qu'ils puissent monter en compétence aussi là-dessus. Et voilà, j'ai fini. Et si vous avez des questions, vous pouvez y aller. J'y répondrai sans problème. Petite question du coup. Est-ce que tu as eu un feedback sur le rôle de leader au sein de l'équipe, savoir un peu comment ils ont accueilli ce rôle? Ça a été plutôt bien. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment posé la question. Parce qu'on ne leur a pas forcément laissé le choix. En fait, ça s'est surtout fait naturellement. Ils ont très vite compris, en fait, sans vraiment que je leur explique mon rôle, ils ont très vite compris pourquoi on était là, quand on servait, etc. Il y a eu quelques petits soucis au début, où ils pensaient que justement j'étais là en tant que super-héros, c'est que dès qu'ils étaient bloqués, c'est moi qui allais rattraper les bêtises. Sauf que je leur ai très vite fait comprendre que c'est pas moi qui allais faire ça, c'est eux. Mais du coup, je n'allais pas leur dire l'idée demain, c'est que vous récupérez tout, parce que sinon la marche à franchir est compliquée. C'est vraiment les accompagner au quotidien en essayant de les rassurer. Mais non, ça a été plutôt bien pris. Ils en sont plutôt contents aujourd'hui de tout ce qui a été mis en place. Et par exemple,
Je me souviens que l'année dernière, il y a eu une période où la plupart de l'équipe était vraiment pas bien moralement. Ils avaient l'impression de ne pas progresser techniquement. Ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire, et puis basta, ils ne réfléchissaient pas plus que ça. Et justement, avec tous ces rituels qui ont été mis en place, et tout ça, avec les nouveaux patterns que j'ai implémentés avec les archives et tout ça, aujourd'hui, ils sont super contents parce que ils travaillent sur les mêmes sujets, mais pas de la même manière. Et en fait, ils apprennent plein de choses et ils sont super contents. Donc, voilà. Vous avez des questions à distance, peut-être? Je sais pas si... À partir de quel moment tu crois qu'il forme dans une équipe un lead dev? Surtout au début, en fait. Au début, mais par exemple, si on a deux personnes, ça c'est facile à répondre. Par exemple, si on a deux personnes, est-ce que c'est nécessaire? Ouais, en fait, alors généralement, les équipes de dev, ce qui existe le plus sur le marché du dev, c'est des squads entre 3 et 7 devs. Donc 3, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vraiment des petites équipes. Mais ça peut le faire là-dessus. À partir de 3, ça va. Mais au-delà de 7, ça commence à être vraiment trop compliqué parce qu'il y a trop de devs et il vaut mieux splitter les équipes en deux petits squads. Ce qu'il faut que ça reste plutôt familial, entre guillemets, dans le sens où il faut qu'il y ait vraiment cette sensation de proximité. Et si vraiment on met en place des one-one avec chacune des personnes, si on est plus de 7, des points d'une demi-heure, toutes les 3 semaines, ça va vite être compliqué, quoi. Donc, mais sinon, pour moi, à partir de quand il faut un lead dev, c'est surtout au début pour construire l'équipe, pour essayer de mettre en place toutes ces pratiques avec l'équipe. Et après, au bout d'un certain temps, en fait, il va y avoir des routines qui vont se mettre en place. Et puis, normalement, les réflexes vont venir. Et puis, les personnes vont être autonomes de plus en plus. C'est surtout au début. Et à minima, il faut qu'il y ait 3 personnes. Donc, lead dev compris, bien sûr. À terme, l'idée est de devenir dev standard. C'est ça. Parce que l'équipe s'autogère. C'est ça. S'autogère, ça s'effrite. Donc, du coup, il n'y a plus de position de ligne. Tu as fameux Et quand tu as dit que tout le monde pouvait partir en vacances, comment tu as réussi à. Non, mais non, mais c'est parce que là, je vois que les juillet août arrivent et du coup, il y a des gens qui vont partir en vacances. Et nous, chez Groupama, on n'est pas limite de tous les sujets. Et comment vous arrivez à faire ça? Vous, chez Massif, tu as dit que tout le monde devait savoir résoudre un programme que quelqu'un a codé. En fait, c'est par rapport à tous les process qu'on a mis en amont. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas responsable de l'entièreté de ce qui se passe au niveau des sujets sur Massif FR. On a un scope sur l'équipe déjà, et nous, on est responsable de ce scope. Après, par contre, sur le scope dont on est responsable, là, c'est l'entièreté de l'équipe qui sait tout ce qui doit être fait, etc. Effectivement, si c'est un sujet qui est en dehors de notre scope, là, on va essayer de faire comme on peut, mais à la base, c'est pas nous qui traitons ce sujet. Jean, tu as une question? Je vois que tu lèves la main. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, tout à fait. Alors, c'est en 2 temps. Est-ce que toi, déjà, tu es passé de lead dev d'un coup ou ça s'est fait petit à petit C'est un cas particulier, quoi. Ouais, moi, c'est un peu compliqué. En fait, je dirais que ça s'est fait petit à petit. En gros, j'ai commencé à la Massif en tant que dev classique. Très vite, en fait, je suis passé plutôt responsable technique d'un projet, pour le coup. Et à l'époque, il disait que j'étais lead dev, mais c'est là où j'ai compris que c'était pas ça, un lead dev. Parce qu'en fait, j'étais complètement en dehors des équipes. J'étais plus dans les équipes, j'étais sur mon scope à moi, et puis après, j'allais voir les équipes sur tel ou tel sujet, sur l'outil qui j'utilisais. Et après, quand je suis revenu, j'avais plus trop cette partie-là, parce que je suis revenu directement avec l'équipe. Et en fait, là où je suis venu en tant que lead dev, donc, en gros, ça s'est fait un peu comme ça. Puis, à partir du moment où on a conçu l'équipe, voilà quoi. Après, ça s'est fait au fil de l'eau, dans le sens où j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup de veille, j'ai eu beaucoup de mentors aussi qui m'ont aidé à apprendre un peu tout ce que c'est ce rôle-là, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est venu naturellement. Voilà.
Mais j'ai pas eu de formation et puis c'est bon, du jour au lendemain, je suis passé lead dev. Ça n'existe pas. Oui, non, bien sûr. Et sinon, l'autre chose, c'était est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu as commencé à avoir ce rôle-là, ou est-ce que ou alors tu as en tête des potentielles difficultés qu'il peut y avoir quand on commence à faire ça? Oui, effectivement, j'ai eu des difficultés au début parce que en fait, je ne savais pas trop en gros ce qu'il fallait réaliser, enfin, quel était réellement mon rôle. Et en fait, surtout au début, comment dire, l'accompagnement était souvent compliqué parce que justement, j'avais toujours mes réflexes et j'avais plus une posture, on va dire, de dictateur, entre guillemets, plutôt que justement de mentor ou d'accompagnateur. Et en fait, c'était ça qui était compliqué parce que les personnes se fermaient assez rapidement sur les retours que je pouvais faire. Du coup, il y a eu beaucoup de travail justement sur la posture que je pouvais avoir ou sur la manière dont je pouvais apporter justement les retours par rapport à ça. Donc, prendre du recul, essayer justement d'être là plus en tant qu'observateur au début. Et en fait, en gros, j'ai surtout arrêté d'essayer de m'approprier les victoires. En fait, aujourd'hui, pour moi, c'est pas à moi de porter les victoires, mais à l'équipe. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les règles que je vais proposer, qu'on va mettre en place dans les standards de code, c'est plus moi qui dis tiens, si on faisait ça. En fait, c'est souvent à la machine à café ou en discutant en mode tiens, j'ai vu ça, c'est intéressant. Puis à force de dire tiens, ça c'est pas mal, j'ai travaillé là-dessus, ou j'ai vu ça, ou j'ai lu ça. En fait, ça va venir d'eux-mêmes. Les devs vont se dire tiens, ça serait bien qu'on essaye ça, ça fait longtemps que tu nous en parles, est-ce qu'on pourrait pas? Et en fait, à partir du moment où ça vient d'eux, c'est plus facile à accepter en fait certaines règles. Et du coup, ça se passe plus facilement, quoi. Ok, très bien, merci. Petit syndrome de l'imposteur sur ton rôle. Alors, les gens qui demandent si j'avais pas déjà eu le syndrome de l'imposteur, si. Si, c'est toujours compliqué, justement, de se détacher du fait que, je sais pas, par exemple, on va mettre un nouveau pattern en place, on va tester une nouvelle fonctionnalité. C'est un gars de l'équipe qui va le récupérer, qui va le présenter à tout le monde, il va recevoir toutes les félicitations et tout. Et c'est vrai que tu es là, tu te dis, j'ai peut-être un peu contribué et tout. Mais en fait, c'est là où, en gros, c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment de voir que c'est bon, l'équipe a s'approprié le sujet et de toute façon, elles te sont reconnaissantes derrière d'avoir apporté ça. Mais si, il y a beaucoup de fois où j'ai eu le syndrome d'imposteur. Est-ce que je fais là? Est-ce que je fais bien? Surtout, ce qui est compliqué, c'est d'essayer des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de choix qu'on doit assumer sans vraiment être sûr de ce qu'on fait à 100%, parce que tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas forcément être sûr. Mais en même temps, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Donc on est en capacité de corriger après derrière. Et puis à partir du moment où en fait, tu te rends compte que tu as toute l'équipe qui est là, peu importe les choix que tu fais, ça se passe bien, quoi. Ça, c'est que, je sais pas si ça, mais quand tu es leader, il ne faut pas avoir cette peur-là. La technique du doigt mouillé, ça marche très bien. Oui. Et puis, des fois, il faut en abuser, en fait, parce que sinon, tu te remets vite en question. Alors qu'il va y ça. Oui. Donc, c'est pas une... Oui. Je partage. Et combien de pourcentage de code, toi, aussi, du coup, en compris? Tu disais 100% le minimum, mais. Ouais, alors, pour le coup, aujourd'hui, avec l'équipe, j'ai à peu près 40%. Et sinon, je continue encore à développer. J'ai certaines parties, en fait, je développe un petit peu des socles à côté. Donc, on va dire que je fais du 30% de socle, 40% de dev avec l'équipe. Et après, c'est des revenus. Et ça, c'est depuis pas longtemps. C'est vraiment le problème que j'avais, c'est que j'avais encore la casquette et responsable technique et lead dev, ce qui fait qu'en fait, je passais quasiment que mon temps en réunion. Et c'est là où j'ai vu que c'était pas. Faut apprendre à dire non aussi. Hein. Ouais. À se dire, en fait, il n'y a pas besoin d'aller dans ces réunions. Et les feedbacks, quand tu les fais, ils sont bien perçus ou tu les fais à quel moment? Je l'ai fait, ça dépend de. Le one-to-one ou... Ça dépend. En fait, il y a des fois, ça va être des feedbacks qui va être pour l'équipe. Donc là, ça va plus être en rétro-tech ou en rétro. Et des fois, c'est plus ciblé. Donc là, ça sera lors des one-one.
Et oui, non, ils sont. En fait, maintenant, aujourd'hui, ils me demandent des qu'est-ce que t'en penses et tout. Parce qu'au début, je prenais le réflexe de leur donner tout de suite. Maintenant, je ne l'ai plus trop parce que ça se passe plutôt bien. Enfin, je leur donne quand même des petits feedbacks, mais à la fin, ils sont là. C'est tout ce que tu as à me dire. Hein. Donc, oui, non, c'est plutôt bien perçu. Ils en sont preneurs parce que justement, en fait, ce qui est bien, c'est que ça efface leurs doutes par moment. Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire? Sur le moment, on leur dit ouais, ce que tu as fait, c'est bien, continue comme ça. Et en fait, Et vous ne faites pas lors de la relecture de code? si, aussi. Si. Bah, après, ça dépend encore une fois, parce que souvent, dans la relecture de code, on est plus focus sur le fait de corriger tout ça. Et puis, les feedbacks, c'est toujours mieux de les faire à tête reposée, on va dire. Une fois que tout a été traité, parce que souvent, dans le stress ou la pression, etc., ça peut pas forcément être bien perçu. Ou, ouais. Donc, vous pouvez le faire après, quand ton itération est terminée, tout a été produit, et puis au moins comme ça, c'est. Voilà. D'autres questions? Est-ce que prendre une posture de leader quand tu travailles sur un nouveau périmètre, un nouveau produit, comment tu peux être le leader d'une équipe, sachant que c'est aussi surtout dans l'équipe qui sont de meilleures connaissances que toi de l'environnement technique sur lequel tu travailles? Ça, c'est pas grave. En fait, encore une fois, l'idée au début, enfin, forcément, quand on arrive sur une nouvelle mission, on ne connaît pas forcément le périmètre technique. Par contre, ce qu'on peut voir, justement, c'est pour ça que la phase d'observation est importante, c'est d'arriver et de regarder comment travaille l'équipe. Dans un premier temps, en fait, quand on arrive dans un nouveau contexte, l'idée, c'est de savoir comment fonctionne l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que déjà on peut essayer d'améliorer? Ensuite, vous, avec le travail que vous allez faire au quotidien, vous allez comprendre le périmètre, vous allez essayer de voir tous les process qu'il y a en dehors, etc. Et la partie technique, ça vient en second temps. Mais dans un premier temps, ça va plus être au niveau de l'organisation et de comment fonctionne l'équipe et savoir justement s'il n'y a pas des petites choses qu'on peut corriger. Et comme je vous ai dit, là par exemple, le fait que la qualité n'était pas mesurée, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais là par exemple, maintenant aujourd'hui, on a mis une quality gate sonar en place qui est présente dans tous nos pipelines Club CI, qui fait qu'à chaque fois qu'on va push, qu'on va merge sur la tag, ça va passer la quality gate. Et si ça passe pas, ça bloque le pipeline, donc on n'y voit plus. Et en fait, maintenant, avec les tests unitaires qu'on a mis en place, en mode DDD, et pour le legacy, c'est en mode à l'ancienne encore. Mais en gros, on a des coverages, donc on trace maintenant le nombre de tests qui est effectué, les cas passants, etc. Et on essaye de mesurer les anomalies. Pour l'instant, c'est encore compliqué par rapport au SI. Mais déjà, au sein de l'équipe, on a mis en place quelques mesures. On a identifié les petites problématiques, justement, qu'il pouvait y avoir. Au niveau lui, il gère tel périmètre, lui, il gère tel périmètre, etc. Pour éviter les petits silos d'expertise. Tout ça, on a retravaillé pour que n'importe qui puisse faire n'importe quelle tâche qui est censée être prise dans l'équipe. Et voilà, ça, c'est déjà les premiers travaux qui peuvent être faits, sans parler du contexte technique. Le contexte technique, souvent, ça vient après. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Tout ce que là, schématique, tu as mis combien de temps à mettre en place les rétros, les feedbacks, toute cette partie-là, c'était, on va dire, j'ai commencé réellement à mettre cette cérémonie en place à partir de décembre dernier. Voilà. Ça fait 6 mois, 2 mois, 7 mois. Ça faisait un an que le CDS existait. Oui, ça faisait déjà un an que le CDS existait. En fait, la première année, on a eu une première version de l'équipe. Puis j'avais encore ma casquette de responsable technique qui fait que je n'avais pas trop le temps de décider. Là, c'était plus Fabrice qui s'occupait de l'équipe. Et ensuite, quand j'ai commencé à me détacher un petit peu de la partie responsable technique au niveau train, donc, je me suis plus concentré sur l'équipe. Donc là, du coup, on va dire que ça fait 6-7 mois que vraiment j'ai commencé à mettre en place ces process et avec les pipelines. Ça a été adopté très vite. Oui, parce que en fait, ouais. En fait, au début, par exemple, le rétrotech, je ne voulais pas que ce soit, parce qu'on avait déjà beaucoup de réunions. C'est un peu souvent le retour qu'on pouvait avoir en rétro classique, c'était on a trop de réunions, on n'arrive pas à avancer, etc. Au début, les rétrotech, quand je les ai mis en place, c'était une fois toutes les 3 semaines. En fait, on a fait la première, c'est super bien passé, on est arrivé à la deuxième. Premier sujet, c'est en mode il nous en faut plus. Parce que en fait, c'est trop long et tout, on a trop de choses à voir. Donc, direct, en fait, on est passé à une fois par semaine. Et on s'était dit, on bloque le créneau du vendredi. Si jamais on arrive un jour qu'on n'a rien à faire, on part sur nos tâches.
Sauf que jusqu'à maintenant, en fait, on a toujours utilisé les créneaux, quoi. Donc, oui, non, ça a été plutôt bien adopté. Et encore une fois, bah, là, c'est des débats de l'équipe, en fait. C'est des sujets que l'équipe a envie qu'on traite. Alors, la première rétro, c'est surtout moi qui commençait à mettre en avant des sujets pour leur montrer comment ce qu'ils pouvaient faire. Et après, très vite, bah, ils ont commencé à mettre des tickets et puis après, ils ont pris le pli, quoi. Donc, c'est ça. Voilà, au final, bah, en gros, pendant ces rétros, je suis plus là en tant qu'animateur. Voilà, c'est plus vraiment moi qui propose les sujets. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions à distance, donc. Il n'y a plus de questions? Bah, merci. Et de rien, pas de souci. Merci Alex. Pas de problème. Hop. Je vais arrêter le. Salut à distance. Merci.